de mesurer en temps réel le diamètre, la largeur en tout cas, de la pince pouce-index, l'écartement pouce-index, eh bien quand on demande à un sujet sain d'aller attraper le cercle du milieu, sa pince pouce-index ne tombe pas dans l'illusion visuelle. Autrement dit, sa pince pouce-index a un diamètre comparable pour le cercle de gauche ou pour le cercle de droite. Autrement dit, sa pince pouce-index démontre qu'il existe dans le cerveau du sujet sain une représentation du diamètre objectif du cercle central, mais que cette représentation qui est utilisée pour ce geste n'est pas accessible à la conscience, en tout cas pas dans cette situation. Et par où ça passe, probablement, on a eu de l'imagerie cérébrale depuis, par la voie dorsale. Donc on a ici un résultat en plus, il y en a beaucoup d'autres, mais qui nous montre que dans certaines situations, le fonctionnement visuel de la voie visuelle dorsale, eh bien, comme dans certaines situations chez la malade, qu'on a vu avant, agnosique visuelle, fonctionne inconsciemment. Donc ça, c'est un résultat assez important. Alors il y a une étude que je ne vais pas détailler, mais qui est une étude passionnante d'un groupe français, d'un groupe lyonnais à Bron. Le groupe d'Yves Rossetti et une étude publiée aussi par son étudiante à l'époque, Laure Pizella, qui travaille à Bron également, qui est en fait une étude presque en miroir de celle que je vous ai montrée. Cette fois-ci, c'est une patiente qui a des lésions de la voie dorsale, donc des deux régions occipito-pariétales, si vous voulez, alors que les voies ventrales fonctionnent normalement. Donc vraiment la patiente symétrique de Madame DF. Et ce que l'on observe, je ne vais pas vous raconter le détail expérimental, mais qui est très, très amusant en termes d'imagination expérimentale, c'est qu'en fait, cette voie dorsale, chez le sujet sain, et donc aussi lorsqu'on l'a perdue, cette voie dorsale, elle est le siège de ce que ces auteurs appellent un pilote automatique pariétal inconscient. Autrement dit, lorsque vous devez faire une correction d'un geste visio-moteur, donc en temps réel, par exemple, il fallait appuyer sur un écran, mais parfois il fallait il fallait lancer son doigt pour attraper quelque chose sur un écran tactile, et puis au dernier moment changer de position. Eh bien, lorsqu'on a une voie dorsale qui fonctionne bien, on est capable de faire ces corrections visio-motrices de manière extrêmement rapide, et de manière quasiment inconsciente, c'est-à-dire que parfois, il y a une situation expérimentale où on demande au sujet de faire cette correction, mais que si la cible qu'on doit toucher change de couleur, si elle devient rouge, un peu comme un feu rouge, il ne faut plus toucher l'écran. Et vous avez cette situation assez paradoxale, assez surprenante, dans laquelle un sujet sain lance son geste, corrige le geste en temps réel, et ne peut pas s'empêcher de toucher l'objet alors qu'il sait qu'il n'a pas le droit. Donc avec une impression presque de main étrangère. Qui vous dit, mais c'est pas moi qui ai piloté ma main, elle a été touchée toute seule, je savais bien qu'il ne fallait pas le faire. Et une malade comme cette malade n'a pas ce genre de problème, parce qu'elle, malheureusement, qui n'a plus ses pilotes automatiques pariétaux, elle est plus capable de faire ses corrections rapides visio-motrices, et toutes ses capacités visio-motrices reposent sur un fonctionnement volontaire, conscient, qui est beaucoup plus lent et beaucoup plus cher en termes d'effort mental et d'attention engagée. Donc à travers ces deux patients, on a bien l'idée que la voie dorsale est capable de faire pas mal de choses inconsciemment, notamment dans l'aspect visio-moteur, et que donc on a bien des phénomènes inconscients en plein dans le cortex. Quelques conséquences, celles qu'on vient de passer en revue. Alors, à la lumière de ce type de résultats, il y a déjà plus d'une dizaine d'années, David Milner, le même de Milner et Goodale, avait proposé une sorte de théorie assez radicale. Et vous savez aussi, juste une petite digression, en science en général, les théories les plus intéressantes, ce ne sont pas les théories molles. Ce ne sont pas les théories qui, en arguant de la complexité des choses, en fait, peuvent rendre compte de n'importe quel phénomène. C'est des théories qui vont être assez tranchées, et qui vont permettre donc de pouvoir faire avancer de manière un peu dialectique les choses. Donc Milner, quelque chose qui peut paraître un petit peu naïf, nous dit, voilà, en fait, on a deux systèmes visuels dans le cerveau, dans le cortex. On a un système visuel qui est dédié véritablement au guidage rapide et précis de nos mouvements, la voie dorsale, et qui, globalement, réside en dehors de notre prise de conscience, en dehors de notre conscience, donc qui fonctionne relativement inconsciemment. Et puis on a un deuxième système, la voie ventrale, qui semble, lui, être le support de notre conscience phénoménale, notre conscience visuelle. Et donc, à la limite, pour extrapoler un peu, on peut dire qu'à la lumière de ces théories, et d'autres collègues qui ont ce genre de théorie aussi, on peut penser que la conscience visuelle, s'il faut la mettre quelque part dans le cerveau, c'est plutôt dans la voie ventrale. Voilà. Alors, on ne va pas s'arrêter là, ça serait un peu court. Et à ce moment-là, face à un modèle aussi radical, on peut se poser une question, qui est la question suivante. Pour montrer que David Milner, en tout cas la version radicale de David Milner, n'est pas correcte, il faudrait montrer que activation de la voie ventrale dans le cerveau n'est pas synonyme de prise de conscience. Il faudrait montrer que l'activation de la voie ventrale, qui est peut-être une condition nécessaire, n'est pas une condition suffisante. Autrement dit, il faudrait imaginer une situation ou des situations dans lesquelles on peut observer une activation cérébrale de la voie ventrale par des objets du monde visuel, mais qui ne s'accompagne pas d'une prise de conscience. Et la question, c'est est-ce qu'une telle situation existe ?
là aussi, on peut faire du coup un retour à la neuropsychologie clinique, et de telles situations existent en fait. Et je vais dire juste un petit mot sur ces situations. Je pense qu'on pourrait faire un sondage, mais j'ai l'habitude de le faire de temps en temps, donc je ne vais pas perdre de temps, mais en gros, si on vous dit qu'un patient a une lésion dans l'hémisphère gauche de son cerveau, eh bien, pas mal de gens qui ne sont pas nécessairement des médecins, qui ne sont pas nécessairement des chercheurs en neurosciences, ne seront pas étonnés de savoir que si on a une lésion dans l'hémisphère gauche, on a le droit d'avoir des problèmes de langage, on a le droit d'avoir des problèmes de parole, on a le droit d'avoir une aphasie. C'est une notion qui est assez rentrée dans notre culture générale. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on a une lésion cérébrale dans l'hémisphère droit, cette fois-ci, et on va dire, si on prend l'exemple des accidents vasculaires cérébraux, c'est quasiment équivalent, c'est une fois à gauche, une fois à droite, c'est pas de raison particulière, il y a un peu plus à gauche, mais c'est infime. Eh bien, il se passe quelque chose, mais ce quelque chose est en général absolument méconnu, à la fois du grand public cultivé, et même parfois aussi de certains collègues qui n'ont pas été suffisamment formés au niveau médical là-dessus. Est-ce que par hasard quelqu'un sait ce qu'on peut avoir comme problème lorsqu'on a une lésion dans l'hémisphère droit ? Alors vous avez raison, on a le droit d'avoir une hémiplégie gauche, ça c'est vrai. Mais on peut avoir donc du coup une hémiplégie droite par une lésion de l'hémisphère gauche, mais donc sur un aspect plutôt neuropsychologique, donc pas un aspect moteur. Voilà, absolument, vous avez raison. Vous l'avez entendu ? Alors est-ce que vous avez une réponse ? Alors ça s'appelle l'héminégligence, ou la négligence unilatérale, la négligence gauche en fait, négligence visuelle unilatérale gauche. En fait, de quoi s'agit-il ? C'est un tableau neurologique donc qui est très fréquent. Cette fois-ci, on ne parle plus d'un tableau qui va affecter quelques malades dans le monde, mais on parle d'une maladie, d'un syndrome neurologique qui chaque année en France, par exemple, touche plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de patients qui vont présenter un syndrome de négligence. Donc c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas négliger la négligence. Et de quoi s'agit-il ? En fait, lorsqu'on est négligent, d'un instant à l'autre, on va tomber dans un demi-univers. La partie gauche de l'univers n'existe plus pour nous. Donc ça veut dire quoi en clair ? Ça veut dire qu'un patient pareil, quand vous rentrez dans sa chambre et qu'il mange un plat de purée, il va manger que la partie droite. Alors s'il était simplement aveugle à gauche, eh bien quelqu'un qui est aveugle à gauche, il sait qu'il est aveugle à gauche, donc il va bouger la tête ou l'assiette et il va chercher ce qu'il y a à gauche. Mais un patient négligent ne peut pas faire ça. Il a perdu la notion même qu'il y a une partie gauche de l'univers. Si vous lui demandez de compter les personnes qui sont dans sa chambre, il va compter que les personnes qui sont à droite. Si par exemple vous lui présentez sur le côté droit un miroir et que vous lui montrez un objet qui vient de la gauche dont il peut voir le reflet, et vous lui demandez d'attraper l'objet, parfois ces patients vont chercher l'objet derrière le miroir. Il y a l'idée qu'il y a un reflet qui vient d'une partie qui n'existe pas, ne peut pas être représenté pour ce patient. Donc c'est pas un domaine, un tableau uniquement visuel. C'est multimodal, ça touche plusieurs modalités sensorielles. Et ça peut même toucher en fait des fonctions très abstraites de la représentation mentale, comme par exemple l'imagination. L'imagination, l'image qu'on appelle l'imagerie mentale. Il y a un neurologue italien, Eduardo Bisiac, qui a maintenant une vingtaine d'années, avait mis au point un test qu'on appelle le test de la place du Dôme de Milan. À Paris, on l'acclimate à la place de la Concorde. Et donc quand vous testez un malade négligent, vous lui dites la chose suivante. Vous lui dites, écoutez, est-ce que vous connaissez la place de la Concorde à Paris ? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Il y a l'obélisque. Alors on va faire une petite expérience de pensée. Imaginez-vous au milieu de la place de la Concorde, avec l'obélisque dans le dos, et puis les Champs-Élysées devant vous qui montent vers l'Arc de Triomphe. Est-ce que vous vous imaginez dans cette situation ? Donc vous laissez quelques secondes au patient pour qu'il s'installe mentalement dans cette image mentale, et vous lui dites maintenant, dites-moi ce qu'il y a à votre droite. À droite, il y a la rue Royale, il y a l'hôtel Crillon, il y a la Madeleine, la fin de la rue de Rivoli, etc. Et qu'est-ce qu'il y a à gauche ? À gauche, c'est curieux, non, je sais pas. Alors ensuite, vous discutez avec lui, vous faites d'autres tests, ou vous revenez, comme ça, vous parlez d'autres choses. Et puis au bout de quelques minutes, 5 ou 10 minutes après, vous lui dites, on va, si vous voulez bien, retourner dans notre expérience. Maintenant, vous êtes sur la place de la Concorde, vous avez l'obélisque dans le dos, mais vous voyez les Tuileries devant vous. Donc évidemment, on lui demande de faire une rotation à 180 degrés. Et on lui dit, qu'est-ce que vous avez à droite ? Il dit, à droite, il y a la Seine, il y a l'Assemblée nationale, il y a le boulevard Saint-Germain, et à gauche. À gauche, c'est curieux, mais non. Autrement dit, vous voyez bien que le même objet peut être négligé ou pas en fonction de la configuration dans l'espace subjectif du patient tel qu'il l'imagine. Donc la négligence, c'est ça. C'est un symptôme vous parlez de l'hémiplégie, on a malheureusement la possibilité d'être négligent et hémiplégique. Et un négligent hémiplégique
a souvent plus de difficultés